vais appeler à me rejoindre, et ça y est, ils sont en train de le faire. Donc Xavier Lefaucheux, VP Sales, opération chez Walix, Jackie Galichet, DSI de l'Académie de Normandie, et Jimmy Mourier, RSSI de l'Académie de Normandie. On va aborder, messieurs, tous les trois, le sujet suivant, la gestion des accès privilégiés. Alors, Xavier... Un privilège. Un privilège, voilà. Xavier, est-ce que tu peux nous présenter d'abord en quelques mots Walix, ce que vous faites et qui êtes-vous? Je sais que vous êtes un éditeur français dans le monde des identités, mais j'aimerais que tu puisses nous en dire plus. Tout à fait. Alors précisément, un éditeur français dans le monde des accès avant tout, de la gestion des accès et des identités. Donc Walix est un acteur français au départ qui a un rayonnement aujourd'hui international. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est la reconnaissance des analystes sur un paysage très anglo-saxon, on va dire, et c'était aussi notre volonté de pouvoir nous exporter, d'avoir une technologie qui soit capable de s'exporter en dehors de la France. Donc on est centré sur la gestion des accès et des identités, parce qu'on ne fait pas d'accès sans identité. L'un ne va pas sans l'autre. En dehors de ça, Walix aujourd'hui, ça maintient un peu plus de 1900 clients à travers le monde, bien évidemment avec un ADN très français historiquement. Ça veut dire que l'ensemble de nos plateformes R&D, l'ensemble de nos investissements aujourd'hui ont été centrés autour d'une politique européenne. Donc on va parler de souveraineté française, mais aussi de souveraineté européenne. On y est fortement attaché. Et en dehors de ça, donc on est sous Alternex en bourse. Donc on a dû, pour maintenir nos investissements, rentrer en bourse en 2015. On existe depuis 2003 en tant que société de services et 2008 en tant que société logicielle. Et donc, comme je le disais, donc on maintient un peu plus de 1900 clients à travers le monde, dont sur les 1900, à peu près 1000 clients. On a une relation avec les académies et avec l'éducation nationale un peu particulière, et même très particulière, puisqu'on a démarré, je dirais, nos investissements et nos partenariats ensemble depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Alors merci, et puis on va revenir effectivement sur le retour d'expérience de l'Académie de Normandie. Jackie, est-ce que tu peux nous dire quel était, là on est là aussi dans le cadre vraiment de la fusion, ton besoin stratégique dans le cadre de cette fusion-là, l'Académie de Normandie? En fait, je suis arrivé dans l'Académie de Normandie après qu'il y ait eu un événement catastrophique à Rouen, une usine qui explose, un nuage toxique sur la ville de Rouen, avec une cellule de crise qui nécessite effectivement de prévenir, comme j'avais vécu sur Versailles avec le Bataclan, l'intervention de la police à Saint-Denis pour interrompre un terroriste. Il a été condamné comme tel, où il faut prévenir effectivement toutes les familles qu'il ne faut pas se rendre dans les écoles. Vous voyez bien toute la difficulté aujourd'hui pour envoyer effectivement pour alerter les populations, les populations, les directeurs d'école, etc. Donc l'Académie s'est trouvée en grande difficulté vis-à-vis de la préfecture pour effectivement prévenir les familles. Donc on a développé une application qui s'appelle Cartocrise, qui permet d'identifier toutes les populations au travers d'une application qui s'appelle Mina. On récupère, et avec une déclaration CNIL, où les personnes donnent leur numéro de téléphone personnel pour recevoir un SMS en situation de crise, et ce numéro ne peut servir que dans cet usage, voilà. D'accord. Et donc aussi pendant envoyer des SMS, puisque quelquefois le data center peut tomber. Bien sûr. Donc la plateforme SFR, en situation de crise, les gens sont en situation de stress. Ils ne connaissent plus les codes, envoyer des SMS, ils ne savent plus faire. Et donc on a conçu effectivement une application sécurisée, puisque effectivement c'est tous les numéros des personnels de l'Académie qui sont dans cette plateforme, sur lequel si quelqu'un prend accès peut envoyer des SMS à toutes les populations. D'où la nécessité effectivement de protéger cette application. Voilà, et d'avoir des accès particuliers. Les personnes habilitées, oui, qui n'ont pas à connaître les mots de passe de la plateforme SFR, application qui a été activée dans le cadre aussi du bac, s'il y avait des problèmes sur les sujets, comme on prévient tous les chefs d'établissement par SMS
qu'il y a une difficulté. Voilà, c'est une application qui était stratégique par la rectrice qui a très très mal vécu effectivement cet incident. Et c'est dès que je suis arrivé, elle m'a demandé de mettre en place ce service on a utilisé une application rouennaise avec une application rouennaise et on a mis une couche de sécurité. Pour moi, je suis très sensible à ces questions pour avoir vécu d'autres événements dans une autre académie. Voilà le contexte du déploiement et de la mise en œuvre de la solution du Bastion pour effectivement protéger les données sensibles de l'académie. Il est hors de question que quelqu'un prenne la main pour envoyer des SMS sur toute l'académie. Alors Jimmy, justement, je le disais, tu es RSSI de l'Académie de Normandie. Quel était le besoin technique à ce moment-là? On a bien compris le côté stratégique. Voilà, donc c'est ce qu'expliquait Jackie. Oui, il y a l'application Cartocrise qui stocke tous les numéros donc personnels des responsables d'établissements. Et donc, à partir de Cartocrise, en fait, suivant un site d'incident donné et un périmètre fourni, on ressort l'ensemble des établissements et les responsables avec leur numéro, donc un fichier qui contient toutes ces données pour fournir à la plateforme SFR et envoyer en masse des SMS. Le problème de la plateforme SFR, c'est qu'elle est externalisée. Donc il faut pouvoir faire cet échange de données de manière sécurisée. Il faut aussi qu'elle est accessible directement d'Internet par simple login mot de passe. Donc la première installation, en fait, pour que ça fonctionne très rapidement suite à l'incident, ça a été de fournir des comptes sur la plateforme SFR directement aux personnes pour qu'ils puissent, donc aux personnes habilitées de la cellule de crise, pour qu'ils puissent utiliser Cartocrise et ensuite se connecter à la plateforme et envoyer des SMS. Donc on voit très bien que très rapidement, un compte usurpé sur la plateforme SFR permet de récupérer tous ces mots de passe et aussi d'envoyer des mails. Donc le but, c'était de sécuriser justement cet accès, notamment parce qu'on sait qu'un utilisateur qui va fournir de lui-même un mot de passe à une plateforme quelconque va des fois réutiliser des mots de passe qu'il utilise déjà dans la vie quotidienne. Et dans ce cas-là, il peut après, par des attaques de hameçonnage, etc., fournir ce mot de passe ou se le faire usurper et donc donner accès. Et second cas, s'il prend un mot de passe totalement à part pour cette plateforme SFR, c'est dans la gestion de crise, dans le stress, notamment, d'avoir oublié ce mot de passe et donc de ne pas pouvoir accéder à la plateforme. Bien sûr. Donc le but, nous, suite à la fusion, on avait installé le Bastion Walix dans nos infrastructures, donc notamment dans le nouveau data center normand, pour sécuriser les accès des équipes de Caen et de Rouen historiques, qui avaient, eux, chacun dans leur périmètre, des moyens d'accès différents au serveur, soit des moyens, un bastion local développé qui n'était plus spécialement maintenu, donc avec potentiellement des problèmes de sécurité, soit une machine de rebond avec des clés SSH, mais voilà, pas sans contrôle, sans audit derrière. Donc le but, on a mis en place le bastion sur ce périmètre, et c'était de capitaliser sur la mise en place de ce bastion pour sécuriser l'application SFR. D'accord. Alors Xavier, justement, quand Jackie a fait appel à Walix, comment vous avez abordé le sujet? Surtout, ce qui m'intéresse, c'est le déploiement de la solution. Quelles ont été vraiment les différentes étapes? D'accord. Alors, déjà, il y a un premier point, effectivement, dans la solution qui est mise en place, qui est une, je dirais, par sa particularité, qui ne correspond pas forcément au cas d'usage traditionnel tel qu'on peut les rencontrer. Aujourd'hui, la solution de Walix PAM for All est une solution qui va adresser un périmètre, comme son nom l'indique, d'utilisateurs, non pas uniquement un privilège, mais aussi un périmètre d'utilisateurs dit sensible. Et donc l'objectif ultime, c'est bien évidemment de protéger la donnée. Donc il faut rappeler ici que le cas d'usage et le cas d'application, il est tout à fait particulier. Donc c'est en cela que c'est intéressant, puisque je pense que de par ces différentes expériences, Jackie a pu utiliser le Bastion dans un cadre de protection des administrateurs pour des accès à privilèges. Et aujourd'hui, Jimmy, l'application que vous décrivez est plus une application où je viens protéger finalement de la donnée en écho, si je puis dire, aux réglementations générales sur la protection des données, puisqu'il faut absolument pouvoir protéger, je dirais, cet environnement. Il y a des informations sensibles, et donc c'est un cas d'usage qui est particulier. Ça, c'est la première... On reviendra effectivement après sur aussi d'autres cas d'usage pour illustrer... On pourra revenir sur d'autres cas d'usage. Mais je tenais d'abord à le souligner, parce que je pense qu'on ne rencontre pas forcément toujours cette
ce cas d'usage et l'utilisation de notre bastion Walix dans ce cas de figure. Et donc, c'est un cas intéressant. Donc, avec la solution PAM for All, ce qu'il faut préciser aujourd'hui, et avant d'en venir de répondre à la question, c'est qu'on va avoir un périmètre de sécurité qui est de plus en plus exposé aujourd'hui. L'idée, c'est de venir réduire la surface d'exposition au travers d'une solution qui n'est pas uniquement une gestion de privilèges et d'accès à privilèges, mais une solution qui, ultimement, va protéger la donnée. Pour ce faire, et pour protéger cette donnée, il faut être capable d'authentifier l'utilisateur, il faut être capable ensuite de fournir un certain nombre, je dirais, d'éléments dits de régulation, de compliance, comme on dit en anglais, je ne retrouve plus le mot en français, pardonnez-moi, mais qui vont permettre effectivement d'identifier toute la chaîne, le fait que c'est la bonne identité, que c'est le bon utilisateur, et derrière de pouvoir tracer cette information. Donc ça sont plus des éléments, on va dire, de régulation, je pense qu'on reviendra dessus. En cas de problème, alors puisque tu parles de la traçabilité, on reviendra dessus, je pense. On reviendra dessus ultérieurement. Il y a aussi cette... Et je vais me permettre maintenant de répondre à la question, c'était juste pour resituer le contexte, parce que je pense que le contexte est tout à fait intéressant. Ce qui se passe, c'est que dans l'accompagnement, effectivement, on a mis en place une politique achat très particulière pour les rectorats, pour les académies, pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc déjà, ça commence par là, puisqu'on pourrait penser que Walix est une solution, je l'ai entendu tout à l'heure, plutôt, on va dire, relativement chère. Et donc, il faut savoir qu'effectivement, on a mis en place toute une politique d'achat qui permet aujourd'hui aux académies de répondre à cette exigence. Et donc de pouvoir acquérir la solution et bien évidemment aussi d'aider les administrations, d'aider les académies à déployer la solution. Donc pour ce faire, on propose également des formations, on propose également un accompagnement sur la partie déploiement, sur la partie service de manière générale, et surtout un support qui est privilégié et dédié au travers d'un support qui est fourni par l'éditeur aujourd'hui, par Walix. Alors, Jackie, justement, je commençais à faire le pont, mais j'ai bien vu que tu voulais apporter la réponse, et merci. Je pense que c'est important pour clarifier. Effectivement, tu as travaillé avec Walix au moment où tu étais à l'Académie de Versailles. Il y avait eu une affaire de détournement de fonds. Et là, ce qui était utile avec Walix, c'est finalement cette traçabilité. Ça permet derrière, en cas de plainte aussi, d'avoir tout l'historique. Oui. En fait, j'avais travaillé sur le principe de la charte administrateur. Ouais. En fait, j'avais été très sensible au fait que des administrateurs de systèmes d'information pouvaient avoir un usage détourné du système d'information. Et ce qui est important, il y a l'outil et l'acceptation par les équipes. Et quand j'avais voulu développer une application qui protège les comptes, qu'on n'utilise plus des comptes routes dont tout le monde connaissait le mot de passe, voilà, et avec des incidents que j'avais vécus aussi, avec une visite de ministre où on a fait Tintin au pays des soviets, parce que effectivement il y avait une intervention des équipes d'assistance qui avaient les comptes routes, qui avaient effacé, alors effacer la preuve n'est pas faite parce qu'il n'y avait pas de traçabilité. Ouais. Donc les équipes versaillaises disent non, c'est pas nous. Les équipes d'assistance étaient sur la paye, disaient non, c'est pas nous, alors qu'effectivement il y avait eu des tables qui étaient effacées. Donc j'ai dit mais c'est pas possible, il faut absolument une traçabilité. Et donc j'ai voulu mettre en place une charte. J'ai voulu mettre les outils qui permettent aux administrateurs, et ils étaient arc-bouté, non, tu nous fais pas confiance, on sait faire, tu nous compliques la vie, parce que la sécurité, effectivement, il y a une contrainte. Hein, c'est comme quand on met une clé sur une porte, effectivement, il faut pas avoir perdu sa clé, il faut l'avoir au bon endroit et ouvrir la porte. C'est une contrainte pour entrer. On empêche, on complexifie l'usage de la porte. La clé, si je peux me permettre, on va souvent mettre une caméra de plus en plus. De plus, en plus. Voilà. Et donc, les administrateurs étaient contre. Il se trouve que voilà, il y a un détournement. Juste avant la paix de décembre, j'avais témoigné avec Guillaume Poupard et avec le DG de Walix, parce que c'était vraiment le cas. 2 RIB qui sont posés sur les bureaux des administrateurs. Voilà, comme si un prof était passé pour mettre les RIB sur le bureau de la gestionnaire. Et les comptes sont changés. Et effectivement, il y a un détournement de 20 000 euros.
20 000 € de compte de profs de CPGE au moment de Noël. Donc les profs s'en aperçoivent pas, ils appellent pourquoi on n'a pas été payé, etc. Police judiciaire, l'académie porte plainte, etc. Comment on fait la preuve de tout ça? Les administrateurs, je dis mais vous avez des comptes-routes, on peut vous accuser, vous. Voilà, et je peux vous dire que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, puisque même à un moment donné, on soupçonnait effectivement un administrateur du système d'information d'une autre académie voisine. Voilà. Et donc, tout le monde a compris l'intérêt de la traçabilité de cet usage. Et il y avait eu aussi d'autres incidents, effectivement, avec des RIB qui avaient été saisis. Et il y avait eu aussi d'autres incidents dans une autre académie où, effectivement, un week-end, on a interrompu, il y a eu une action qui a fait qu'un recteur n'a pas été payé. Donc, et avec 5 personnes dans le bâtiment ce jour-là, qui était l'auteur du fait. Voilà. Et donc, la traçabilité, c'est un enjeu essentiel. Protéger et tracer. Voilà. Mais ça nécessite de l'accompagnement. Et quand il y a, effectivement, vous avez la police judiciaire, la première chose que la police judiciaire, monsieur le DSI, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que de telles choses ne se produisent pas? Alors justement, sur ce tu as pu mettre en œuvre, Xavier, vous parlez beaucoup du bastion chez Walix. J'aimerais bien que tu définisses ce terme de bastion pour vous. Alors on peut définir effectivement le terme bastion, qui n'est pas uniquement un terme propre à Walix, mais c'est un terme aujourd'hui générique qui est utilisé par la plupart des sociétés du domaine. Et l'idée du bastion, c'est effectivement au départ, c'est dans une protection de sécurité. Historiquement, on avait une protection, on va dire dite périmétrique, qui aujourd'hui n'est pas suffisante parce que les usages numériques font que on a des usages qui sont en train d'évoluer. On a de plus en plus d'accès via des terminaux mobiles, via un certain nombre de plateformes. On déploie des applications dans le cloud. Bref, les usages numériques en tant que tels ont complètement changé. Donc, c'est-à-dire que la protection, le schéma de protection a complètement changé. Et donc, l'idée de protéger uniquement le contour, le périmètre, le cercle périmétrique n'est pas suffisant. Donc, pour répondre à ces nouveaux enjeux de digitalisation, de manière générale, il faut être capable aussi de protéger l'interne. L'idée du bastion, c'est un peu le coffre-fort interne, on va dire, de l'infrastructure, qui va permettre à chaque fois que quelqu'un qui doit accéder au système d'information doit s'authentifier, doit avoir les droits sur le bastion et doit, en conséquence, une fois qu'il a les droits sur le bastion, pouvoir accéder à sa donnée, puisque ultimement, ce que l'on protège, c'est bien évidemment ce qu'il y a de plus riche à savoir, et de plus important, c'est la donnée de l'utilisateur ou la donnée de l'entreprise en tant que telle. Jimmy, justement, Jackie évoquait tout à l'heure la difficulté aussi pour les équipes d'accepter de rajouter une clé, de rajouter un mot de passe, de rajouter des choses. Comment vous avez géré ça à l'Académie de Normandie? Là, ça s'est fait en 2 temps, puisqu'au départ, on a dû construire, comme on l'a dit, le nouveau data center. Donc chacun est venu avec ses briques au départ. Chacun a proposé sa solution de part et d'autre. Donc notamment, il y avait déjà un bastion local d'un côté, avec des développements locaux, de l'autre côté une machine de rebond. Donc déjà, on était déjà dans ce périmètre de centralisation de la sécurité, de passer par une seule machine pour accéder derrière à d'autres serveurs plus sensibles, et donc de s'authentifier d'abord par ce serveur. Donc voilà, donc après, ça a été, le plus dur, ça a été de faire adopter justement ce bastion Walix qui rajoute la couche d'audit, par exemple. Et puis de faire comprendre aux équipes que c'est pas leur produit spécialement qui est retenu, et ça voilà. Et alors comment on fait? On fait de la pédagogie dessus, c'est compliqué à. Comment on fait concrètement? Faut leur expliquer. Je sais que je suis toujours très pragmatique, mais j'aime bien savoir comment on fait. Il faut essayer d'être pédagogique, essayer de leur expliquer que déjà les mots de passe-rousse ils vont être gérés par le bastion, donc déjà plus personne va les connaître, sauf des personnes habilitées qui reçoivent quotidiennement un mail chiffré en fait qui contient ces mots de passe, mais voilà déjà montrer que c'est égalitaire, que tout le monde est géré à la même enseigne, qu'il n'y a pas plus un administrateur qu'à l'autre. Et puis après, essayer de garder surtout quelque chose de simple pour l'utilisateur, puisqu'il disait moi je me connectais comme ça, j'avais mon habitude, et le but c'était d'essayer par le bastion de retrouver ces habitudes, notamment là pour l'application
donc qui est un peu dans un cadre détourné de sécurisation. On avait une interface web. Le but, c'était que le Bastion propose à ses utilisateurs qui cette fois, ne sont pas spécialement des administrateurs, qui sont plus des gestionnaires de crise, que l'accès se faisait toujours par un navigateur web, etc. Ouais. Donc voilà, le but, c'est quand même de garder une cohérence pour les équipes et une simplification. On parlait de l'accompagnement. Là aussi, Xavier, en discutant avec Jackie, je vois bien qu'il y a une relation de confiance qui est établie avec Walix, mais j'imagine qu'aussi derrière, il y a un accompagnement quand on arrive au sein d'une structure. Comment vous prenez ce sujet-là? Comment vous accompagnez vos clients aujourd'hui? Donc c'est un sujet qui est effectivement important parce que dans une solution de ce type, qui est une solution très technologique, on dit souvent qu'il y a 50% de la réussite du projet, c'est la solution en tant que telle, c'est-à-dire la qualité technique de la solution, mais c'est surtout les 50 autres %, c'est la façon dont on va adapter la solution à la politique de sécurité de l'entreprise. Et donc la politique de sécurité, ça veut dire que derrière, on va déployer selon des bonnes pratiques, selon des bons usages, etc. Et c'est très important parce qu'on a parlé effectivement de la réticence au changement, donc il y a un accompagnement en termes de méthodologie projet sur, je dirais, un accompagnement qui est plus pédagogique qu'autre chose. Ça, c'est le point essentiel. En général, c'est forcément pris en charge par l'entité elle-même qui déploie la solution. Ça ne peut pas être pris en charge par une entité, je dirais, extérieure. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important. Le deuxième élément, c'est ensuite le déploiement de la solution en tant que telle. Et le déploiement de la solution en tant que telle nécessite aujourd'hui d'avoir des bonnes pratiques de déploiement qui sont liées aux spécificités de ce type de projet. Et là, effectivement, nous, on a aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 300 partenaires à travers le monde que l'on forme, que l'on certifie. Donc, on travaille avec ces partenaires au quotidien. Et lorsqu'il s'agit, dans le cadre, là en particulier, de l'Académie de Normandie, de mouiller la chemise parce qu'on a besoin aussi, ensemble, de réussir et de montrer qu'on va déployer quelque chose qui va être très rapidement opérationnel, eh bien, on sait aussi intervenir au niveau des équipes de Walix avec nos partenaires ou sans nos partenaires pour mettre en place les différentes phases qui sont des phases très importantes et qui vont avoir un impact sur le projet, qui est un impact notamment sur des notions de performance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a parlé de l'utilisateur. Il ne faut pas oublier que l'utilisateur, il est vraiment l'utilisateur, même s'il a des privilèges, il est au cœur du dispositif. Donc lorsque je suis un utilisateur qui a des privilèges et qui concrètement au quotidien maintient mes applications sur des serveurs de maintenance, par exemple, j'accède à mes applications en 1 ou 2 secondes, prenons cette hypothèse, il faut que le fait de rajouter le Bastion n'ait pas d'incidence sur mon temps d'accès au travers du Bastion, puisque finalement, je viens rajouter ce Bastion comme étant un élément de contrôle. Donc ça, c'est un élément qu'on va prendre en compte. Ça veut dire qu'on peut aider au dimensionnement de l'architecture pour améliorer les performances. Et ça fait également partie, c'est le critère numéro 2, je dirais, qui fera partie de l'acceptation de la solution, puisqu'on a des utilisateurs qui vont continuer à accéder à leurs données, à leur opération de maintenance, sans aucune implication sur les temps de réponse. Donc ça va être un élément important. Et après, ça dépendra, je dirais, de la demande et du cahier des charges sur laquelle on va se mettre d'accord avec, en l'occurrence, l'Académie de Normandie, sur laquelle on est intervenu plus sur les opérations, je pense, de sensibilisation et de formation, que les opérations de déploiement en tant que telles, puisque les équipes de Jimmy sont assez rapidement montées en puissance et ont pu déployer la solution qui, somme toute, relativement simple, je dirais, à déployer à partir du moment où on respecte un certain nombre de bonnes règles de déploiement, comme je viens de l'évoquer. Xavier, là aussi, après, j'aurais une question par rapport à la RGPD. Est-ce que tu as quelques cas d'usage très simples, en quelques mots, qui sont un petit peu plus génériques, on va dire, puisque c'est vrai que l'usage qui est fait là est assez spécifique. Est-ce que tu as 2-3 exemples ? Je pense déjà que c'est un très très bon exemple, parce que, encore une fois, tu l'as toi-même introduit de cette façon en disant les comptes à privilèges. Or, on voit bien aujourd'hui que pour répondre à la problématique de la réglementation générale sur la protection des données, il faut avoir de tels outils, ne serait-ce que pour tracer
les différentes opérations. Donc après, les cas d'usage, on a un cas d'usage ici qui est évoqué, qui est tout à fait intéressant parce qu'il sort du cadre habituel, mais les cas d'usage, on en a tous les jours. Ce sont des cadres opérationnels. Ce sont des cadres, par exemple, pour répondre dans le cadre de systèmes bancaires, à des injonctions qui vont venir de la Banque centrale européenne, par exemple, ou sur un groupe d'utilisateurs, on va vouloir protéger une donnée particulière et répondre à une politique de sécurité. Donc, des exemples de ce type-là, on en a plein. Derrière, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, on protège une donnée. Ce n'est pas uniquement la donnée de l'entreprise. Donc là, on est dans un cas d'entreprise, mais c'est également de la donnée de personnel, bien souvent, puisque les cas d'application sont aussi bien sur les serveurs en centralisé. Jackie, on parlait tout à l'heure de la difficulté, en tout cas de l'accompagnement, et on en a parlé aussi avec Cast sur le fait de pouvoir parler à un moment donné à un board, que ce soit quel que soit le secteur d'activité. Aujourd'hui, vis-à-vis de la direction, du rectorat, comment cela est perçu? Est-ce qu'ils ont assez vite compris? Est-ce que là aussi il y a un accompagnement? J'ai eu une chance inouïe, c'est que l'incident sur Versailles, oui. Le secrétaire général de l'Académie de Normandie, l'ancien DRH, quand on a eu à gérer ce problème de détournement. Donc c'était plutôt facile. Donc il était convaincu. Il y avait aussi la demande très forte de la rectrice et qui elle-même, effectivement, avait eu quelques soucis avec la CNIL. Donc j'avais quelque part des éléments qui pouvaient, où j'avais une direction qui était sensible. Et je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Jimmy. C'est quelque part, c'est un peu le fil rouge. Est-ce qu'on prend une solution propriétaire ou est-ce qu'on prend une solution du libre? Et effectivement, sur le périmètre dans les DSI, dans les équipes système et réseau, le libre, oui, moi j'ai pas de problème avec ça. Et donc un des ingénieurs qui travaillait effectivement sur les solutions du libre, je lui dis mais moi je suis pas contre le libre, mais pourquoi aller refaire ce qui fonctionne et qui est sécure et qui est certifié. Et du coup, on l'a mis sur un autre sujet et qui a été valorisé d'ailleurs au salon de l'éducation, c'est mettre des solutions du libre pour mettre la connexion des élèves, c'est comment on appelle ça, Wi-Fi et du Connect, permettre, et le Conseil régional de Normandie a adopté cette solution, comment on permet l'identification des élèves sur le Wi-Fi des lycées franciliens. Voilà. Et c'est une solution qui a été construite à partir des briques du libre. Voilà. Donc, du coup, il a été un peu frustré parce qu'on n'a pas maintenu la solution qui était déployée. Mais par contre, le libre nous a servi effectivement à apporter un nouveau service au bénéfice des élèves et qui a facilité effectivement la sécurisation et la traçabilité dans les lycées. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer libre solution. Un DSI, il a répondre à des défis. Et on ne va pas réinventer l'eau chaude. Je veux dire, à partir du moment où il y a fait des solutions qui ont fait des preuves, et en plus, quand on a un DSI qui a une expérience comme la mienne, je sais quels sont les partenaires qui vont m'aider à maintenir mes objectifs qui sont dans des délais extrêmement contraints. Voilà. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ces expériences. C'est la vie qui fait qu'on met en place des solutions parce qu'on a connu quelques déboires. Xavier, ou pas. Les DSI qui n'ont pas connu de problème de sécurité. Oui. Pour conclure cette table ronde, il y a la question de la RGPD. En quoi, aujourd'hui, votre solution permet d'être en conformité par rapport à ça? Les conformités, la réglementation sur la protection des données, elle est européenne. Oui. Quand on va aux États-Unis, on a d'autres types de réglementations. En fonction des secteurs que l'on adresse, il y a également d'autres réglementations. On va dire qu'il y a des réglementations communes, comme la 27001 par exemple, ou d'autres réglementations de ce type, qui sont vraiment les bases dans lesquelles on va retrouver de la protection d'information, de la protection de la donnée. Mais aujourd'hui, Walix est capable effectivement de répondre en termes de traçabilité, d'audit et de bons usages en matière de politique de sécurité à n'importe quel type, on va dire, de réglementation. Intrinsèquement, il faut à chaque fois, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire authentification, droit d'accès, qui fait quoi, pour faire quoi, pour accéder à quoi.
derrière la traçabilité de l'information, laisser le champ libre au niveau des auditeurs pour faire en sorte qu'un cabinet éventuellement d'audit externe puisse auditer la solution en tant que telle et la traçabilité qui a été opérée, comment elle est opérée d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qu'il en ressort concrètement, est-ce que ça répond aux éventuelles injonctions qui ont été faites ou aux audits internes qui ont déjà eu lieu, etc. etc. Et surtout, la politique de sécurité, c'est aussi une bonne gestion des mots de passe. Oui. Et donc, bonne gestion des mots de passe, ça veut dire qu'il faut que l'outil soit capable aujourd'hui de s'adapter, encore une fois, au contexte, à la politique de sécurité de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et donc en conformité avec cette politique de sécurité, eh bien, de pouvoir changer automatiquement, on remplace l'humain finalement, on va gérer le mot de passe pour l'humain, et avec des bonnes pratiques, on va aussi assurer la rotation des mots de passe, ce qui assure effectivement un système avec une complétude du système qui est véritablement de bout en bout. Ce que j'ajouterais aujourd'hui, c'est que dans nos solutions, donc PAM for All, elles ont évolué cette année, et on va aussi travailler de plus en plus sur une politique de sécurité de type dite Zero Trust. Et au-delà du mot qui est un peu galvaudé, Zero Trust, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur une politique du moindre privilège. Et donc on va être aussi capable d'apporter cette dimension qui est de dire, aujourd'hui on a tous dans nos environnements, dans nos terminaux mobiles, la capacité d'accéder à une information avec des droits qui sont, je dirais, plus ou moins présents, c'est bien souvent très présents, et donc la capacité d'avoir des droits d'administration souvent trop forts qui exposent le système d'information par définition. Et donc cette exposition, on va la retirer complètement et faire en sorte que l'utilisateur ait des privilèges relativement restreints qui lui donnent la possibilité en temps réel, à n'importe quel moment, d'accéder à son système d'information en élevant les privilèges. Voilà, donc ça fait partie des dimensions supplémentaires que la solution Walix va pouvoir apporter dès à présent au travers de sa solution PAM for All. Merci beaucoup Xavier Le Faucheux. Je rappelle que tu es VP Sales et Opérations chez Walix. Merci Jimmy Mourier, RSSI de l'Académie de Normandie. Merci Jackie, tu vas rester avec nous. On a encore quelques minutes pour les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous suite à ce qui a été abordé sur le sujet de la gestion des accès à privilèges sur l'Académie de Normandie? Il y a deux points qui sont très importants, qui n'ont pas été évoqués et qui sont importants. À partir du moment où effectivement une solution de sécurisation avec des briques du libre, c'est-à-dire, donc du coup c'est le DSI qui est éditeur. Donc s'il y a une faille de sécurité, c'est lui qui porte la responsabilité d'avoir mis en place un outil. Tandis que là, je déporte la responsabilité sur l'éditeur qui m'a vendu une solution qui apporte normalement un niveau de sécurité important. Donc je peux me retourner contre l'éditeur en disant « vous m'avez vendu une solution qui normalement me… » Voilà. Donc c'est important quand même parce que la responsabilité du DSI, elle est de plus en plus lourde. Et il y a un sujet qui est mal traité à l'éducation, mais d'une manière générale dans les DSI. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant de nombreuses années, sans succès, sur l'IAM, Identity Access Management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait facilement donner des privilèges à un salarié, voilà. Mais quand il quitte l'entreprise, on oublie bien souvent d'enlever les droits de ce salarié. Et j'ai vécu récemment quelqu'un de la DSI, un contractuel qui ne faisait pas l'affaire, auquel on avait oublié d'enlever les droits. Donc il y a un certain nombre de salariés, notamment de la DSI, on voit bien les risques que ça peut comporter, et qui peut effectivement du coup se venger du fait qu'on n'ait pas reconnu ses grandes qualités professionnelles en détruisant des données. Et donc, c'est aussi avoir cette traçabilité et la gestion de l'IAM, surtout le départ. Les services RH ne préviennent pas quand les personnes partent. Et on laisse des smartphones, des clés OTP, enfin, voilà, plein de choses qui… et le fait de mettre un bastion nous protège aussi de ce risque. Elder, on va t'apporter le micro parce que c'est vrai que sinon les gens sur le ligne n'entendent pas. Ce que tu évoques là, Jackie, est partie effectivement des bonnes pratiques. Après, il y a une notion de coût en fonction de il y a une notion de coût qui est très très forte derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première brique qui est importante, c'est de reconnaître l'identité de la personne qui va se connecter au bastion. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle une solution simplement techniquement de MFA, de double facteur d'authentification. On va vous renvoyer sur votre portable, par exemple, le fait de dire c'est bien vous qui vous connectez.
ce genre de choses, c'est un des premiers éléments qui va permettre d'identifier l'identité de la personne en tant que telle. Ça, c'est vraiment important. Je voudrais compléter les propos de Jackie, parce qu'il n'a peut-être pas exprimé sur cet angle-là, mais ce qu'il appelle l'IAM, en fait, est aujourd'hui, quand quelqu'un quitte l'entreprise, on supprime son compte. Par contre, on ne supprime pas les comptes qu'il pouvait utiliser par ailleurs pour accéder à la base de données ou accéder au serveur. Et lui, il part avec les identifiants, quoi, dans sa tête, d'accord. Mais alors que là, justement, c'est une façon de le traiter, puisqu'à partir du moment où on va clore son compte, il n'aura plus accès aux différents systèmes d'administration auxquels il pouvait avoir accès par ailleurs. On l'a effectivement, vous avez raison de le mentionner, on l'a schématisé pour vulgariser le propos, mais derrière un compte à privilège, il y a un certain nombre de comptes de services. Il y a une multitude de comptes. Quand on parle d'un compte, en réalité, il y a énormément d'accès et de comptes de services par extension qui, de façon exponentielle, peuvent donner pour un utilisateur un nombre d'accès relativement, on va dire, important. Administrateur système qui quitte l'établissement, c'est-à-dire potentiellement il faut aller changer les mots de passe de tous les serveurs parce que il part avec les mots de passe. Tout à fait. Même si on a clos son compte. Sauf à avoir effectivement ce qu'évoquait Jackie, une solution du coup d'identité qui va en tant que telle gérer l'identité de la personne avec tous ses droits attenants. Et donc ça effectivement ça fait aussi partie des bonnes pratiques. Mais là on rentre dans un cadre qui est, je dirais, un peu plus vertueux, mais un peu plus forcément coûteux, mais ça vaut le coup de s'y intéresser, en tout cas, ne serait-ce qu'au travers d'un référentiel. Le fait d'avoir une base aujourd'hui d'informations qui permettrait de gérer les identités avec leurs droits, ça peut être un compte LDAP de façon traditionnelle, mais par extension, certaines entreprises, essentiellement dans le monde privé, vont eux-mêmes gérer, plutôt qu'une plateforme d'identité qui gère ce qu'on est en train de dire, gérer un référentiel dans lequel on va retrouver des identités avec des droits par identité. L'idée étant, bien évidemment, que lorsqu'une personne quitte l'entreprise, de faire en sorte de retirer cette identité et les droits attenants, comme ça on est sûr de ne rien oublier. Et c'est surtout souvent au travers on pense qu'avec un outil on va régler ces problèmes. En fait, c'est souvent un problème organisationnel. Et si on veut mettre ce type d'outil, il faut avoir une organisation qui soit bien établie. Et ça, c'est la partie qui est la plus difficile. Oui, c'est les bonnes règles de gouvernance, on va dire. Gwenola, tu avais une question. Oui, justement, c'est exactement ce que vient de dire Jackie. Déjà, vous faites une action de sensibilisation sur les personnes quand vous allez déployer. Et après, je suis d'accord, c'est pas l'outil qui fait tout. N'empêche que quand vous venez, vous faites une cartographie et vous aidez potentiellement à pointer les problèmes d'organisation. Et vous faites des préconisations avant de déployer l'outil et de son usage, je suppose. C'est un bon point, oui, parce que c'est vrai que, bien évidemment, on ne rentre jamais dans ce genre de détails parce qu'on est forcément lié à des métiers où la confidentialité est importante. Mais on va dire que beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de cartographier leur droit d'accès pour différentes raisons, peu importe. Et donc l'idée au départ d'arriver, de faire une cartographie et de dire, voyez, regardez l'ensemble des accès et à quoi potentiellement ils peuvent accéder et le risque qui est derrière, le risque cyber, on peut le mesurer. Et en général, lorsqu'on déploie ce type de projet, la recommandation qu'on va pouvoir faire, c'est de dire commencer certainement par les utilisateurs les plus à risque ou la protection des données les plus risquées, entre guillemets, et ensuite déployer le reste de votre solution. Mais travailler sur un échantillon, et en même temps que vous travaillez sur cet échantillon, travaillez aussi sur votre communication et essayez d'embarquer le maximum de personnes en interne pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion le plus rapidement possible. S'il n'y a pas d'adhésion, quelle que soit la qualité technique du produit, quelle que soit la gouvernance qui est autour, l'adhésion est très importante. Ça ne fonctionnera pas. Les solutions depuis ce matin, effectivement, c'est l'accompagnement qui est au cœur finalement de la réussite du projet. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. On peut vous applaudir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.